certains voudront le tester, je serais ravi, hein. Merci beaucoup. On est fiers de nos jeunes qui présentent ça. Et on appelle maintenant Arnaud Delafontaine de Bruxelles. Accessibilité, analyse de la satisfaction de la formation basée sur la simulation en chirurgie pour les résidents et les fellows chirurgicaux en France pour 15 minutes. Discussion incluse. Chers académiciens, chers maîtres, chers collègues, donc je vais vous présenter les résultats de l'étude que nous avons menée avec le groupe du Conseil national des jeunes chirurgiens qui évalue l'accessibilité et la satisfaction de la formation basée sur la simulation en chirurgie pour les internes et chefs de clinique assistants en France. Je n'ai pas conflit d'intérêt à déclarer. Nous voulions rendre aussi également hommage au docteur Cyril Perrenot, qui est un des co-auteurs de l'étude et qui nous a quittés brutalement récemment, qui était passionné d'enseignement de pédagogie et de chirurgie. Le plan est le suivant, plan assez classique, introduction, méthode, résultat, conclusion et perspective. Et on voit bien dans l'histoire de la simulation que depuis Kurt Sem et son Pelvis Trainer, les choses ont rapidement évolué pour une réforme de la formation des études chirurgicales du 3e cycle pour rendre cette réforme cohérente, équitable, basée sur l'acquisition progressive des compétences et surtout inclure la simulation dans les actes d'apprentissage pratique pour améliorer la formation pratique des opérateurs et des internes et des docteurs juniors. Et donc, c'est toujours dans cette idée pédagogique, jamais la première fois sur le patient, que ce soit en médecine militaire, en médecine d'urgence, en chirurgie ou en médecine interventionnelle, ce qui a notamment été souligné par le rapport de la HAS en 2012 et repris par le CNJC lors de la loi anti-hospitalité. Et donc, cela fait 10 ans déjà, si on regarde un petit peu les travaux de la littérature, que les équipes ont commencé à s'interroger sur l'utilisation de la simulation, quelle que soit sa forme, dans l'amélioration de l'acquisition des compétences pratiques des opérateurs, une évaluation en plusieurs étapes combinant simulateur chirurgical, modèle animal et évaluation sur le patient pourrait être adaptée. Ça, c'était en 2015. Et puis, il y a eu ce rapport exceptionnel en 2021 mené par l'Académie de chirurgie qui rappelle qu'il faut inclure un apprentissage et la maîtrise des techniques et des actes opératoires d'une part et des procédures opératoires globales avec l'équipe d'autre part, incluant la simulation. Et donc, 3 mesures importantes sont à rappeler. 1, il faut former les jeunes chirurgiens à la pratique de la chirurgie d'aujourd'hui et celle du futur. 2, en leur octroyant une formation particulière aux techniques d'apprentissage par la simulation. Et 3, de façon à la validation des compétences acquises, qui est un point clé de la certification des opérateurs. Tout cela a été repris par l'Académie de chirurgie, mais aussi par le rapport de la conférence des doyens, en mettant l'accent sur les réflexions et les propositions sur l'utilisation de la simulation en santé dans l'amélioration de la formation pédagogique des jeunes opérateurs. Et donc, on est dans ce débat entre l'évolution du continuum pédagogique et de la réflexion autour du see one, do one, teach one versus on ne fait bien que ce que l'on fait souvent. Et donc, nous avons mené cette étude qui a été publiée dans le Journal of Visceral Surgery pour évaluer auprès d'une enquête nationale avec 523 répondants, 405 chefs de clinique, 118 internes, sur l'accessibilité, la satisfaction et les modes de simulation utilisés aujourd'hui en France dans la formation pratique des opérateurs en formation. Et donc, nous avons eu une cohorte de jeunes chirurgiens, toutes spécialités confondues à travers la France, qui ont répondu à ce questionnaire. Ce qui est un petit peu frappant, c'est que 47,2% des opérateurs en formation, des internes et des jeunes chirurgiens n'ont pas accès à la simulation. 52,4% de la simulation se fait à l'université, 12,3% à l'hôpital et 35% dans des centres indépendants. Et donc, qu'est-ce que cette simulation, cet entraînement sur simulation apporte aux jeunes chirurgiens? Elle apporte l'augmentation de la confiance dans l'acte chirurgical, elle raccourcit la learning curve et elle permet éventuellement aussi de faire un transfert pour la diminution du taux de complications. Quels sont les modèles qui sont valorisés aujourd'hui sur le plan pédagogique? 4 modèles principaux sont utilisés, les modèles anatomiques, les simulateurs haute fidélité, basse fidélité et les jeux de rôle. Et quand on regarde un petit peu plus précisément qu'est-ce qui se passe comme transfert de compétences grâce à l'utilisation de la simulation en pédagogie, on voit que sur 3 points, les jeunes opérateurs n'ont, pour 44% d'entre eux, jamais fait de simulation technique, pour 76% d'entre eux, jamais fait de simulation interprofessionnelle, et pour 82% d'entre eux, jamais fait de simulation comportementale et relationnelle à travers la simulation.
Et si on s'intéresse au degré de satisfaction, de 1 à 5, 1 le moins satisfait, 5 le plus satisfait, on voit que le score reste quand même assez bas quand la simulation est utilisée, entre 2,6 et entre 2,3 et 2,6,5 pour les opérateurs. Si on regarde maintenant un petit peu qu'en pensent les jeunes chirurgiens et est-ce que c'est important pour eux d'utiliser la simulation pour progresser d'un point de vue technique et d'un point de vue de l'apprentissage, on voit bien que entre 70 et 74% d'entre eux jugent cela indispensable, notamment pour des procédures spécifiques nécessaires. En conclusion, l'utilisation de la simulation comme outil pédagogique n'est pas facile. Il faut augmenter son accessibilité. Notre étude met en évidence que seulement 7% des internes et des jeunes chefs ont accès librement au laboratoire de simulation. Il faut augmenter l'apprentissage, augmenter la satisfaction, mais tout en étant compagnonné par un père et un sachant, et augmenter les connaissances non techniques et les programmes de comportement non techniques et mettre en place des guidelines de simulation. C'est tout l'enjeu des débats actuels des congrès organisés par l'Académie nationale de chirurgie. C'est également mis en évidence dans des centres de référence. Et moi, je suis passé à Amiens, donc je connais bien le Simu Santé, qui est un centre d'excellence de référence. Et quand on compare notre formation d'un point de vue pédagogique et simulation à la formation des pilotes d'avions de chasse ou des pilotes d'avion, qui est à peu près équivalent d'une durée de 7 ans, eux ont des entraînements beaucoup plus poussés sur simulateur à l'entraînement notamment des actes d'urgence. Donc, dans les perspectives, il faut passer du rapport de la HAS sur les bonnes pratiques en matière de simulation en santé, sur ce rapport qui vient de sortir, qui a été un énorme travail fait par l'Académie nationale de chirurgie sur la formation des opérateurs pratiques, pour lequel j'ai eu l'extrême honneur et chance de participer avec le professeur Lutzig pour la formation des internes en chirurgie orthopédique. Et à notre petit niveau, on est en train de monter avec Gabriel Sedoun, président du CNJC, et Damien Vitiello, qui est le directeur de l'UFR STAPS de Paris-Cité, et moi-même, on est en train de monter un espace recherche à l'intérieur du laboratoire de sciences de la motricité pour lequel les jeunes chirurgiens pourraient venir s'entraîner dans un espace de recherche dédié à l'IA, à l'intelligence artificielle et dédié à la simulation. D'ailleurs, on va présenter ce projet de laboratoire et d'espace recherche au Chirurgie 4.0 le 29 novembre avec Damien Vitiello. Et on accueille d'ailleurs, on va accueillir 2 étudiants du master de chirurgie et de recherche bientôt, qui sont chirurgiens thoraciques et vasculaires. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci, félicitations. Tout à l'heure, on parlait des anesthésistes, on pourrait parler des réanimateurs. Leur force, c'est qu'ils sont unis. Voilà. Et c'est vrai que c'est une bonne initiative de regrouper un peu toutes les spécialités chirurgicales. Et le jour où on arrivera vraiment à s'unir, bon, déjà au sein des spécialités, ce qui n'est déjà pas une mince affaire, et aussi entre chirurgiens, je pense qu'on aura beaucoup plus d'impact et de force de frappe. Donc, félicitations déjà pour ce travail avec les différentes spécialités. L'étape d'après, c'est quoi? L'étape d'après, c'est de travailler avec les écoles de chirurgie en coordination. Et c'est ce qu'on fait actuellement. Donc, on va travailler avec Nancy, on va travailler avec Rennes. Ce qui sert aussi, grâce au congrès organisé par l'Académie nationale de chirurgie, c'est de se rencontrer, de se réunir, toutes disciplines confondues, y compris aussi avec les anatomistes, pour organiser des points de rencontre avec les jeunes chirurgiens pour développer l'usage des simulations et avec les pairs, ensuite, essayer de le vulgariser, de le médiatiser le plus possible. Il y a d'autres questions, oui. Oui, merci pour ce travail qui apporte des éléments qu'on n'avait pas. Hein, on ne savait pas du tout quels étaient l'accès et l'intérêt pour les jeunes, des jeunes pour la simulation. Alors, je voulais apporter une note discordante. J'ai été surpris, il n'y a pas d'orthopédiste dans ce travail. Alors, c'est classé dans les autres. Voilà. Mais et les autres, ils étaient. Alors, je ne sais plus, il y avait combien d'autres? Quelle est la proportion? Il y a les 13 spécialités Ouais, qui ont c'est été. ça. Voilà. Ouais. Bon, ok. Alors oui, j'en profite pour remercier le docteur de La Fontaine qui est un des 50-60 auteurs du rapport. Hein. Il y a 20 groupes de travail qui ont travaillé. Et j'en profite pour dire que comme on a du RAB, vous pouvez juste derrière le rideau là, prendre un exemplaire chacun. Ça vous fera de la lecture quand vous entrerez. On est ravis de vous les offrir parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont travaillé de toutes les spécialités. Et c'est avec une idée pragmatique, c'est-à-dire
Bon, il y a des réflexions pédagogiques intéressantes, mais ce n'était pas notre objet. Notre objet, c'était d'analyser les choses au plus près. Une petite remarque et une question. Enfin, ma remarque, c'est bravo de mettre en valeur les travaux de l'Académie nationale de chirurgie. Ça nous fait plaisir. Et ma question, vous parlez dans le titre des fellows chirurgicaux en France. Quel est un peu le regard de l'étranger par rapport à ce qu'on fait au niveau de la préparation, simulation, à nos taux de satisfaction, au fait qu'il n'y ait pas beaucoup de monde qui y ait accès? Alors, moi, j'ai l'avantage ou l'inconvénient d'avoir un pied à l'Université libre de Bruxelles, où je fais de la recherche et mon apprentissage chirurgical, et un pied à l'Université de Paris et de Paris-Saclay, où je fais également de la recherche et de l'apprentissage chirurgical. Alors, on a l'impression qu'en regardant les résultats de l'étude, on est pessimiste. Moi, je serais plutôt très optimiste parce qu'il y a plein de choses qui se mettent en place pour l'avenir. Et si je compare avec la Belgique, qui est bien sûr un plus petit pays, il n'y a pas ou quasiment pas d'utilisation de simulation pour les internes et les jeunes chefs en formation. Toutes Et spécialités confondues. vous avez regardé un peu comment ça se passe en Europe ou en international? Alors, oui, les Canadiens sont vraiment toujours en avance là-dessus. D'ailleurs, je travaille avec le professeur Descarreaux. Il y a beaucoup de laboratoires d'anatomie à l'étranger qui sont investis là-dedans. Ce qui est un peu choquant, on a fait un sondage en Belgique, on est en train de publier une étude nationale belge sur la formation des apprenants. Et on se rend compte que dans les autres pays, ceux qui détiennent la formation par l'apprentissage et la simulation, c'est les firmes. Et ce qui pose un gros problème de dichotomie entre l'apprentissage académique universitaire, le compagnonnage, qui améliore ce pourquoi on fait la chirurgie, et la firme qui, elle, vient vendre son simulateur et en profite pour faire de la formation. Et c'est pour ça qu'en Belgique, on est en train d'instaurer des groupes de travail avec les jeunes chirurgiens pour essayer de mettre en avant la formation par le chirurgien, pour le chirurgien, par les pairs, et non pas par les firmes. Merci beaucoup. Dominique Franco. D'abord, je voudrais te remercier d'avoir participé largement au projet de l'Académie nationale de chirurgie sur la formation, qui est vraiment quelque chose qui nous anime énormément. Probablement, ce qu'on va réussir le projet qu'on a en tous les cas pour les écoles de chirurgie complètement interdisciplinaires, mélangeant la simulation, l'anatomie, le reste de l'apprentissage éventuellement sur le gros animal devrait être une bonne solution, et j'espère qu'on sera capable de le mettre en place assez rapidement en France et d'offrir à toutes les spécialités rassemblées la possibilité de bien se former. Mais que l'industrie paye, ça a toujours été le cas. Et je trouve que ce que les chirurgiens thoraciques sont venus nous exposer au printemps en disant, mais nous, on a fait un programme pour tous nos internes et tous nos étudiants du 3e cycle, c'est nous qui l'avons fait, il est obligatoire, mais c'est financé par l'industrie. Et je me demande si ça n'est pas ça la meilleure formule. C'est-à-dire que c'est eux qui font le programme, c'est eux qui valident le programme, qui le vérifient que c'est bien fait, etc., qui l'évaluent. Mais la finance, c'est pas la question d'être pour ou contre, c'est que nous, quand on a démarré la Célio, on était content d'avoir l'industrie. Hein, je veux dire, c'est voilà, c'est comme ça. Hein. Je pense que c'est un relais indispensable et qu'il n'y a pas d'ambivalence. Mais par contre, ce qui est indispensable, c'est le compagnonnage et la formation par les pairs avec un guideline adapté pédagogique en fonction des années de l'interne, du docteur junior. Et ça, il n'y a pas en Belgique, ça n'existe pas. Et pas C'était par plutôt là mon sens de propos, qui a un vrai modèle pédagogique, un guideline pédagogique orienté sur l'apprentissage en simulation, validé par les pairs et compagnonné par les pairs pendant l'apprentissage. Et pas par le représentant médical. Exactement.